Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On va aller très vite. On va sauter les annonces qu'on fait normalement. Salim, les gens savent ce qu'ils doivent faire parce qu'on a un invité très spécial. Mais oui, et puis on est très heureux de le recevoir aujourd'hui. Mais juste une petite introduction rapide. On a eu l'expérience d'une chefferie au fédéral, d'une chefferie l'année passée aussi au provincial avec les libéraux. Là, en ce moment, on a une chefferie à la Coalition Avenir Québec. On ne reçoit pas un des candidats, mais par contre, une personnalité quand même importante du gouvernement de M. Legault et qui va probablement, enfin en tout cas, il va nous le dire s'il va jouer un rôle ou non dans les prochains mois. Monsieur Yann Lafrenière, bonjour. Hey, bonjour à vous, messieurs. Merci de me recevoir chez vous. Ben, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Comme Salim a dit, on a pas mal d'expérience avec les courses à la chefferie. Je vais peut-être partir d'ici. Finalement, je vais vous poser plus de questions que vous deux. Je vais voir, je vais prendre des notes. Maxime est avec moi, on va prendre des notes, on va apprendre. Nous sommes venus pour apprendre. C'est bien. Puis on aime ça beaucoup quand les gens de la politique viennent nous voir parce que, comme Salim mentionne constamment, c'est un balado à travers lequel on essaie de familiariser les gens à la politique. Puis c'est difficile. Ouais. C'est difficile parce que, tu sais, on écoute les nouvelles, c'est des clips de 30 secondes, 45 secondes. Tu sais, les ponts maintenant à bâtir entre le monde politique puis les gens, ça n'a pas été facile quand on était là puis on n'avait pas autant de réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile. Ah, puis les gens ont des appréhensions. Attendez, on va se dire les vraies choses. Là. Moi, quand on m'a approché la première fois pour faire de la politique, j'ai dit non. Ouais. Comme policier, pour moi, j'avais peur. J'avais vraiment peur du monde politique que je connaissais pas. Fait que tout ce que je voyais ou j'entendais, c'était le côté policier. Fait que je vous fais comprendre où je m'en vais sans y aller. Puis je me disais, moi, je veux pas aller dans la politique. Là. Je veux pas aller dans un monde où il y a des fling-flang, des patentes comme ça. Fait que j'avais un gros malaise. Puis finalement, depuis quand j'ai rencontré celui qui est notre premier ministre aujourd'hui, qui a annoncé la semaine passée, qui quittait, on disait que ça fait un mois qu'il nous a annoncé ça. C'est fou. Ça va vite. Oui, ça va vite. Puis je raconterai l'épisode où je me suis creusé la tête à savoir si je me présentais ou pas, mais bref, je pensais jamais faire de la politique. Puis j'ai découvert un monde que j'aime beaucoup. Moi, à l'Assemblée nationale, je veux dire, je parle à tous les groupes. Je m'entends avec majoritairement pas mal tout le monde. Fait que j'aime ce que vous faites parce que c'est ça qui est important, c'est de parler de l'humain puis de démystifier la politique, parce que la politique, tu sais, il y en a qui me disent « Ouais, ça m'intéresse pas », mais excusez, là, messieurs, dames, vous en manquez un bon bout, parce que ça a une grosse importance dans votre vie. Oui. Les décisions qu'on prend ont une importance, ont un impact chez vous. Fait que vous pouvez dire que ça vous intéresse pas, peut-être de faire de la politique, c'est votre choix. Moi, c'était comme ça avant. Mais de ne pas s'y intéresser, on manque quelque chose d'important parce que ce sont des décisions importantes dans vos vies. Mais c'est intéressant, ça. J'aime beaucoup le contraste. Quelqu'un qui combat le crime, qui a peur de faire la politique, puis finalement... Non, mais finalement, de voir que là, vous l'aimez. C'est ça le contraste. Je ne le connaissais pas. J'ai tendance à croire, puis je vais te faire un paquet de liens avec ce que je fais aujourd'hui, qu'on craint ce qu'on ne connaît pas. J'ai fait beaucoup de formations avec les Nations unies, puis majoritairement, j'étais en Afrique, au Maghreb, puis je disais aux gens, vous savez, vous allez me parler de serpents, parce qu'ils m'amenaient à des endroits où il y avait des cobras, puis ils voulaient me les montrer. Moi, je veux rien savoir de ça. J'ai peur pour mourir. Pourquoi? Parce que je connais pas ça. Ouais. Puis là, quand je lui parlais, ils disaient, ouais, mais eux autres, au Canada, il y a des ours qui vous attaquent. Je dis, il n'y a jamais un ours qui m'a attaqué. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais pour eux autres, ils connaissaient pas ça. Fait que, écoute, c'est un exemple bidon un peu, mais je pense que quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Et le lien que je fais avec ma job aujourd'hui, parce que je suis ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, il y a beaucoup de méconnaissances. Puis les gens craignent une première relation, un premier contact en disant « je veux pas faire de gaffe, je veux pas faire d'erreur ». Fait que tout ça revenait à la politique, ta première question de base. Ben moi, j'avais peur. Je connaissais pas ça. J'avais peur du genre de monde dans lequel j'embarquais. Puis j'arrive... Moi, ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai fait comme militaire réserviste. C'est-à-dire des gens avec un background différent qui joignent leurs efforts. Quand on est arrivé en période de pandémie, mais j'avais quelqu'un qui avait déjà été entrepreneur de pompes funèbres, fait qu'il nous a amené une vision de ça, un médecin. Tu as un paquet de gens autour de la table qui ont des backgrounds différents. Moi, c'est le côté de la politique que j'aimerais moins. Tu sais, arriver à un endroit, ce sont tous des avocats en tout respect. Là. Tous des avocats qui ont la même vision, le même training et tout. Je trouve pas qu'on se challenge. Ouais. C'est dur, une coalition, parce que tu as des opinions différentes. Mais mon Dieu, qu'on grandit là-dedans parce que justement, tu as des opinions différentes. Puis ça te fait voir une vision 360 que j'aime beaucoup en passant. En tout cas, j'ai pas de difficulté à croire que vous mettez l'humain de l'avant dans la manière dont vous faites la politique, que ce soit à l'Assemblée nationale ou sur le terrain, parce que le baromètre des personnalités politiques vous a quand même placé assez haut. Oui, j'étais agréablement surpris. Puis on fait pas de la politique pour ça.
Puis quand ça arrive, mais ça fait du bien parce que oui, des fois, les médias sociaux sont durs. Puis tu finis par croire que c'est ça. Fait que oui, j'étais content. Ça l'a influencé ma décision. La semaine passée, quand le premier ministre a quitté, pour moi, ça a été un choc. Un choc, une surprise, parce que je me disais, rendu à Noël, là, tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs. Je dis, il est encore là, on va continuer ensemble, on va se rendre aux élections. Fait que j'avais fait dans ma tête cette place-là en disant qu'on continuait. Quand il a annoncé, c'était une surprise. Puis par la suite, rapidement, la question est arrivée, tu fais quoi? Puis c'était une mauvaise de question parce que moi, je suis pas un politicien d'expérience. Je veux dire, j'ai pas commencé ma vie en étudiant, en pensant un jour être politicien. C'est arrivé, j'appelle ça par accident, mais par accident positif. Je dis, moi, je n'ai jamais rêvé à ça. J'ai jamais aspiré à ça. Puis, rapidement, j'ai une approche un petit peu militaire. Fait que je regardais, c'était quoi les 3 questions pour moi. La première, c'était la famille. Puis ça, c'était une condition. Puis peu importe qui, peu importe quel niveau de politique, quel groupe, tout ça, c'est exigeant pour la famille. Je compare ça à une mission pour un militaire, pour un policier qui va à l'étranger. Nous autres, on est dedans. Fait que oui, on travaille, mais je veux dire, c'est pas nous autres qui souffrent le plus. Non. Pour notre famille, c'est terrible. C'est des absences, combien d'événements pas là. Puis c'est aussi la famille qui regarde des fois que tu en manges une solide, tu te fais ramasser, puis ça vient les chercher, des gens qui nous aiment. Puis moi, il y a un policier d'expérience qui m'a dit, tu sais, Yann, t'appartiens pas à la job, t'appartiens à ta famille, t'es prêt à la job. Fait que là, je me disais, OK, famille, il faut que je regarde ça, un. Deuxièmement, est-ce que j'ai le goût de faire ça? Est-ce que je pense que j'ai la capacité de le faire au quotidien, mais est-ce que j'ai le goût de le faire? Je veux-tu être heureux là-dedans? Puis la troisième, là, je me disais plus stratégiquement, parce que c'est particulier, là, on a une course à chefferie, mais c'est un court passage. Après ça, c'est les élections générales à l'automne. Je me disais, OK, qu'est-ce qui est le mieux pour mon parti? Puis ça, c'est mon côté militaire, vous allez voir sortir. T'sais, avant de penser à ton nombril, pense à l'équipe. Fait que j'ai fait les 3. Écoute, ça a été vraiment dur. Puis je vous dirais, puis je veux remercier les gens parce qu'il y a du monde qui m'ont écrit, qui m'ont appelé. Du monde, ça faisait longtemps que je n'en ai pas parlé, honnêtement. Là, des personnalités très connues au Québec qui m'ont appelé, me donné plein de conseils. C'est super le fun, mais ça me mélangeait à chaque fois, puis je changeais d'opinion. Je changeais d'idée. Puis là, j'ai dit, regarde, je vais mettre le téléphone de côté. Ça donnait bien. J'avais un déplacement, une mission prévue au Nunavik. Oui. Je suis allé au Nunavik. J'ai dit, là, je vais avoir la paix. Ben non. En atterrissant, premier membre du conseil de ville que j'ai vu, M. Aramin, aussi s'approcher de mon oreille, puis il dit, tu vas-tu, are you gonna run for it? Là, je vais être, OK, je suis pas allé assez loin. Mais non, mais sérieusement, tout ça a aidé. Puis ce qui m'a aidé beaucoup au Nunavik, c'est qu'on a parlé de tout ce qui se passait avec le Groenland. Puis j'ai senti la crainte. Les Inuits sont craintifs. Tu sais, c'est 1h30 d'avion de Nuuk, la capitale du Groenland. Là, vous allez penser, je m'en sens partout, mais rassurez-vous, on va revenir un jour. Puis je me disais, eux autres, qui sont craintifs, le monde a changé. Je pense vraiment là, que le monde a changé. Il y a un sentiment d'insécurité. Je regardais les sondages, il y a un grand sentiment d'insécurité. Je me disais, OK, ça c'est là, c'est très présent. Je pense que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Je suis ministre de la Sécurité publique, puis je suis tellement heureux d'arriver là. Je viens juste d'arriver. J'ai un projet de loi qui commence très bientôt où je vais faire la lutte au crime organisé. Je sentais que j'étais sur mon X, puis j'en sortais, mais c'était un. Deuxièmement, familialement, ils m'ont dit qu'ils m'appuyaient, c'est vrai, mais je sous-estime pas ce que ça fait pour les enfants. Les enfants ont souffert pendant la crise étudiante, puis ça me fatiguait. Mais est-ce qu'il y a vraiment... Puis je me sentais prête. J'ai dit, oui, je suis prête. Pendant un bout de temps, je me disais, je suis bien trop vieux. Tu sais comment on se compare des fois? Puis là, je regardais un de mes adversaires de parti en face qui a 48 ans. J'en ai 53. À un donné, il y a une limite à dire que t'es vieux. Là. Tu sais, on fait de l'âgisme, mais j'ai pas de cheveux. Je pense que tu connais un peu de cheveux. J'ai pas de cheveux, mais c'est parce que je suis magané de la vie. Là. C'est pas parce que je suis vieux. Puis 53, c'est le prime quand même. Là. T'es gentil. Je vais amener ça à ma famille, à ma femme surtout. Mais sérieusement, je me disais, non, tu sais, l'âge n'est pas là. Mais d'après moi, puis ça c'est mon opinion à moi, là, puis je ne l'impose pas à personne, la question de l'urne, ça va être beaucoup, beaucoup l'économie, de comment on va changer nos partenariats économiques, comment on va développer d'autres choses. Ça va prendre aussi un côté rassurant pour la sécurité. Tout. Fait que moi, j'ai décidé, au lieu de me présenter en équipe avec Christine. Christine, j'ai appris à la connaître dans mes dossiers autochtones parce qu'on a dû négocier des ententes ensemble. C'est une femme que je connaissais pas énormément. Puis d'aller sur le terrain avec elle, ça m'a fait réaliser que c'est une femme qui n'a pas peur de grand-chose. Alors, on parle... Christine Fréchette, la ministre de l'Économie présentement, qui se présente, qui est une des candidates, parce que moi, cette semaine, j'ai arrêté le suspense. C'était important pour moi, il faut le short, parce que j'avais des appels, des attentes, puis je trouvais qu'à chaque jour, il y avait, excusez l'anglicisme, il y avait un build-up où les gens disaient, il va se présenter, tes chiffres sont bons, puis j'étais plus capable. Honnêtement, là, la pression a fait comme, il faut que je sois transparent avec les gens. Ça fait une semaine...
je vais y aller. Tu sais, j'aurais pu laisser court. Non. Mais c'est quand même allé vite. Hein, donc, vite, tu dis? Oui, non, mais c'est ça. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. On s'est senti pogné là-dedans. On a dit, attends, il faut réagir. En même temps, il ne reste pas beaucoup de temps, il faut le dire, quand même, parce que, alors effectivement, il y a une course à la chefferie à organiser, mais évidemment, il y a aussi une élection générale. Attends un peu, puis il y a une nation à gouverner. Oui, en même temps. C'est ça qui m'a fatigué aussi. Je me disais, il y a la course à la chefferie, c'est vrai. Là, ça voudrait dire de laisser de côté mon poste de ministre parce que c'est ce qui a été demandé avec raison. Et moi, là, j'ai 2 grands ministères. J'en ai 2. J'en ai pas un, j'en ai 2. Le patron voulait être sûr que je m'ennuie pas. Oh, ouais, alors, 2 dossiers assez importants. Il voulait se rattraper pour 2022, 2020, je sais plus trop. Non, mais c'est... Donc, il a donné 2 fois plus de travail. J'ai travaillé. Bref, je trouvais que c'était un drôle de moment de quitter. Fait que payer une nation gouvernée, une course à chefferie, préparer une élection, puis arriver avec des résultats concrets, ça doit aller vite. Mais alors, ça doit aller vite, je le comprends, mais c'est-à-dire votre décision aussi de vous positionner pour Christine Fréchette, visiblement, il n'y avait pas beaucoup de doutes dans votre esprit. Là, pour vous, c'est la personne. En tout respect pour les autres, on comprend bien. En passant, je ne me présente pas contre personne. Puis je m'étais présenté, puis j'avais dit à Christine, parce qu'on s'était jasé rapidement, puis j'avais dit que ma décision n'était pas prise. J'ai dit, donne-moi 48 heures. Puis j'ai dit, de toute façon, si je me présente, je ne pourrais pas me présenter contre toi. Puis je suis bien mal fait dans la vie, je suis bien transparent. J'ai tellement de points en commun avec toi. Sans dire qu'on présente la même chose, on est quelque peu différents. Mais je veux dire, c'est pas une avenue complètement différente pour les membres où dire écoute, là, attends un peu, là, tu sais, il faut que j'y pense. Pour moi, ça allait de soi. Je me disais, écoute, tout se met de travailler ensemble. Si Christine m'avait dit, je suis pas sûr, je me serais peut-être présenté en disant, viens avec moi. Pour moi, c'était un ou l'autre. Je nous voyais, puis on s'appelle en passant. Pour moi, c'est parlant, parce que comme policier, j'aime ça, on s'appelle partner. Chaque fois qu'on s'appelle, qu'on se texte, c'est hey partner, comment ça va, partner? On fait équipe ensemble, non pas parce qu'on est pareil quand je dis qu'on est pareil, c'est-à-dire qu'on pense, un schéma de pensée qui se ressemble beaucoup, mais on est hyper complémentaires. Hyper complémentaires. C'est une personne courageuse, vraiment courageuse. Elle a pris des décisions pas faciles quand elle est arrivée, entre autres, le chemin Roxham, qui me touche beaucoup. Puis écoute, il y en a plusieurs qui s'étaient cassés les dents là-dessus. Elle a pris des décisions, puis elle est allée de l'avant. C'est une femme courageuse, elle n'a pas peur, puis elle est capable de prendre le temps d'écouter tout le monde, de rassembler. Puis pourquoi je vous dis ça? Je regarde, là, je pense qu'on va être 15 au lancement ce week-end, puis des fois, on se dit, écoute, on a peut-être des visions différentes sur certaines choses, elle est capable de rassembler parce qu'elle écoute, puis elle est ouverte à avoir des positions différentes. Puis je vous le disais tantôt, pour moi, c'est quelque chose d'important. Dans mon équipe, j'ai plusieurs personnes qui ne pensent pas la même chose que moi, mais, sais-tu quoi? Ça nous fait grandir. C'est sûr que c'est plus facile sur le coup quand tout le monde pense pareil, mais mon Dieu qu'on se plante. Mais c'est quoi vos points communs? Parce que moi, je trouve ça très intéressant. Alors, évidemment, vous n'êtes pas un copier-coller, on s'entend. Là, vraiment pas. Mais je comprends le côté, comment dire, complémentaire. Bref. Mais c'est quoi vos points communs? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que on n'est pas dogmatique, pas en tout. On n'est pas dogmatique du tout. Puis j'ai amené des choses. On s'entend que les dossiers autochtones sont sensibles, puis demandent de l'ouverture. On va se le dire, là, ça demande beaucoup d'ouverture parce que c'est pas simple. Puis des fois, pour certaines personnes, ça peut être agaçant. Puis c'est sûr que j'ai travaillé avec elle, fait que je trouvais qu'elle était vraiment à l'écoute. Fait que ça, je trouvais ça le fun parce on n'avait pas besoin de tout s'expliquer. On se comprenait rapidement. Elle comprenait les enjeux que je partageais, je comprenais les siens. Fait que ça, je trouvais que ce courant-là était important. Tu sais, tantôt, tu parlais des chiffres, des sondages, tout ça, je pense que les gens me trouvent rassurant par mon passé puis qui je suis. Mais elle est crédible au côté économique. Écoute, elle connaît de quoi elle parle. Je trouvais qu'on était complémentaires. Je te dis qu'on se ressemble dans le sens qu'il y a des qualités perso que je trouve que c'est le fun ensemble. Puis comme je te dis, pas dogmatique, pour moi, c'est hyper important. Donc un peu ce que disait Éric Girard, une forme de nationalisme d'ouverture et d'inclusivité. C'est un mot qui n'est pas simple. Hein? Quand tu dis inclusivité, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a plusieurs définitions. Ce que ça veut dire pour moi, c'est justement il va falloir aller chercher des gains. Il fallait en chercher. Puis il va falloir voir les choses différemment aussi. Quand je te dis que le monde a changé, je vais te donner l'exemple. J'entendais de nos adversaires politiques qui étaient vraiment choqués que M. Carney fasse des ententes, exemple, avec la Chine, puis disait non, il faut être avec les Américains. Là, je vais sortir des termes militaires, puis je vais les expliquer pour que personne capote, là, mais dans une guerre asymétrique, là, l'acte du mal, moi, je ne crois plus à ça. Tu sais, on avait un président américain qui l'avait défini, puis je pense que ça nous facilite la vie, puis c'est le fun comme humain de savoir les gentils et les pas gentils. Mais ça ne marche plus de même. Puis c'est là que ça va être tough, les amis, parce que dans certains cas, nos alliés économiques, je ne parle pas d'alliés militaires en passant, nos alliés économiques vont être les Américains, dans d'autres, non.
Puis là, ça va nous demander de travailler avec d'autres groupes comme l'Inde, comme la Chine, le Mexique, les Européens, absolument. Je vous ai dit, c'est micro ce que je vous ai là, mais on veut bâtir une économie avec le Groenland. Le nord du Québec est plus proche du Groenland que le Danemark. Fait qu'on on a une proximité. Mais ça, c'est des choses qu'il va falloir bâtir. Et ça prend quelqu'un qui est capable de faire ces relations-là, d'avoir cette ouverture-là. Moi, Christine, je la reconnais là-dedans. Puis encore là, quand je dis tout ça, c'est pas en opposition aux autres candidats. On a de très bons candidats. Puis j'ai hâte de voir ce questionnement d'idées. Puis je pense que ça va nous recentrer aussi. Ces débats-là vont nous permettre... Il y en a qui ont peur que ça soit un schisme puis que ça soit la fin de la CAQ. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois plutôt que ça va nous permettre de se poser de vraies questions, de revenir sur ce qu'on est, de se définir, ce qui va très bien nous préparer pour l'élection de l'automne. Fait qu'on peut le voir de deux façons. C'est-tu dur parce que tu fais les deux en quelques mois? Oui. Mais même dans mon comté, de refaire mon comté, de le marcher, d'être présent, ça me prépare drôlement pour mes élections aussi. Mais c'est sûr que ça va être c'est pas un sprint parce que ça va être trop long pour un sprint. Ça va être un pas pire marathon assez vite. Mais on a la bonne personne. Mais je vous le dis, de plus voir... Puis la guerre asymétrique, ça veut dire, parce que côté militaire, on est habitué dans une guerre de tranchées, on est face à l'ennemi et tout. Mais une guerre asymétrique, c'est quand tu rentres dans une ville, un village, puis tu te rends compte qu'il y a des ennemis, il y a des gens qui sont d'accord avec ta position de venir les aider, d'autres qui se cachent pour faire des embuscades. C'est très asymétrique dans le sens qu'on n'a pas un ennemi simple en face de nous. Les Américains ne sont pas nos ennemis, mais ils ne sont pas nos amis économiquement dans tous les dossiers. Puis là, on commence à le sentir beaucoup. Ça a été un réveil pour le Canada, ça a été un réveil pour l'Europe. Moi, comme père de famille, j'ai beaucoup de peine, par exemple, de vous dire qu'on va mettre peut-être plus d'argent dans la défense. J'ai beau avoir été militaire pendant 30 ans. C'est pas un rêve, ça. De venir dire à nous autres, là, on va se militariser. On a vécu ensemble. C'est pas un projet de société, ça. Voyons donc. C'est pathétique, mais on n'a pas le choix. C'est nécessaire. Mais c'est un monsieur à coup de Twitter qui a réussi à changer complètement la vision du monde. On jase. Fait que oui, il va falloir se positionner là-dessus. Au niveau de l'économie aussi, dans mon comté, moi, c'est Saint-Hubert. Puis on a un grand historique militaire qu'on a tendance à mettre de côté en passant. Ben on la voit encore, il y a une petite... Ben là, c'est plus qu'une petite. Là, on a recommencé à prendre plus de place, mais l'aéroport de Saint-Hubert, qui est un aéroport militaire, Longueuil, il y avait des baraques. Je veux dire, il y a des photos de ça, mon grand-père qui a servi et tout ça. Mais on a tendance à oublier ça. Et même dans notre économie, je veux dire, on avait des manufactures qui étaient centrées militaires. Aujourd'hui, des grandes compagnies d'avionique qui existent, qui font du civil, qu'on va remilitariser. Je parle de ce qu'on va développer. Parce qu'en passant, les gens ont peur pour les munitions de dire c'est 1% de la dépense, c'est la munition. Le reste, ça va être quoi? Exemple, ça va être l'aviation. Puis on a un bombardier qui est très solide pour en faire, entre autres, mais qui a un passé militaire aussi. C'est une conversion. C'est pas, honnêtement, je n'ai jamais rêvé à ça dans ma vie, mais on est prêt à le faire. Je pense qu'on a les bonnes technologies, on a les bonnes personnes. Saint-Hubert, on est bien positionné, mais le Québec, on est bien positionné pour aller chercher notre part de cette économie-là. Mais je vous le dis encore une fois, je le fais avec un haut le cœur en me disant, je peux pas croire que c'est ce qu'on fait. Mettons, on est rendu là. Essayons de le développer économiquement. Mais cette force-là, moi, j'ai tendance à être positif dans tout ce que je fais. Je me dis, au moins, on va la développer, elle va nous servir pour plein d'autres choses, que ce soit recherche et sauvetage et tout, parce qu'on n'a pas investi dans notre armée depuis des années. Pour avoir été militaire, on avait des équipements qui, des fois, étaient plus par le tape que par d'autres choses. On va investir, mais en tout cas, c'est vraiment particulier. Puis ça nous demande de réagir. Puis c'est sûr, les gens pourraient dire, vous allez changer des positions depuis 6 mois. Oui. Il y a des changements incroyables qui sont arrivés rapidement. Il faut adapter. Moi, je vous entends parler, puis je veux le ramener un peu plus à la politique. Et je vois un peu, je lis entre les lignes, puis vous pointez du doigt votre collègue Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Puis justement, une conversation qu'on a souvent avec Salim, c'est, bon, on s'enligne vers une élection. Ils sont les premiers dans les sondages. Leur gros projet, c'est la souveraineté. Et on rentre dans un terrain où il y a une incertitude économique, une incertitude de sécurité mondiale, puis justement de tout ce que vous parlez. Est-ce qu'ils sont en train de frapper un mur, le PQ? Est-ce qu'ils vont avoir devant eux un gros défi? Et face à ce défi-là, la CAQ maintenant, qui est en train de se renouveler, elle se situe où par rapport à ça? Parce que c'est une coalition en plus. Il y a des souverainistes là-dedans, il y a des fédéralistes. Donc je suis à l'aise dans la coalition. Je veux pas te couper. Là. Mais deux choses. Un, en passant, je ne suis pas connu vraiment pour la politique partisane. J'ai juste déjà fait ma déclaration d'intérêt là-dessus. Là. Pourquoi? Parce que je suis capable de reconnaître quand des gens font des bonnes choses. Puis pour moi, le parti politique, il y a des élections 4 ans, puis entre ça, on gouverne, puis on le fait ensemble. Puis j'ai fait beaucoup de projets de loi consensuels où on a travaillé avec les oppositions. Puis moi, je crois que la pertinence de tout le monde est là.
les gens vont être surpris, mais je ne suis pas vraiment proche de l'idéologie de Québec solidaire. Ça va vous surprendre un peu. Là, je suis un peu loin. Et sais-tu quoi? On est tellement désolés. Mais en passant, je m'entends tellement bien avec les individus comme Alexandre Leduc, avec qui je m'entends très bien, puis sur des dossiers de cadre de travail ensemble. Rivard aussi est quelqu'un j'ai moins travaillé avec, mais Alexandre... Puis, tu sais, au niveau de l'histoire militaire, pourtant, on s'entend que QS, c'est pour ceux qui militent pour le retour de l'armée en force. Mais on est capable de parler... Bref, il faut faire attention. Puis, j'aime pas mettre les gens dans une petite boîte. Non. Fait que bref, quand tu parlais tantôt de Paul Saint-Pierre, mon attaque ou ma référence, c'était plutôt de dire, récemment, j'ai vu sa sortie en disant, non, les Américains sont nos amis. C'est pas le parti qui a parlé. Moi, je trouve juste que c'est une vision un petit peu, jovialiste de ce qui se passe. Alors, surtout que lui qui parle le danois, il a vécu au Danemark, qui parle le danois, il devrait être un peu plus sensible. Oui, puis c'est là-dessus. Puis encore là, puis c'est pas une attaque, c'est une personne avec qui je parle souvent, puis on s'apprécie. Je veux dire, oui, on l'a reçu ici à 1h30. Ça a été si c'était pas du côté souverainiste, peut-être qu'on travaillerait ensemble. Peut-être, parce que je m'entends très bien avec lui, avec Pascal, avec un paquet de monde. Mais je veux dire, je suis pas là. Puis moi, je pense pas, puis là, je reviens à ta question. Tu sais, je vais faire un petit détour, tu vas voir où je m'en vais. Tu sais, mes enfants, là, eux autres, quand ils pensent à leur vie dans le futur, tout ça, ils vont peut-être faire un stage en Hollande, ils vont aller étudier en Angleterre. Ce que je veux dire, c'est pour eux, la planète est petite. Ouais. Fait que quand tu arrives, puis moi, plus jeune, oui, j'ai déjà pensé que la souveraineté, c'était important. Pourquoi? Parce que, c'est drôle, parce que pour un gars qui a travaillé dans l'armée, j'étais vraiment déçu de comment on était traité. Il y a des années, je te parle des années 90, où c'était rough un peu. Je me disais, ils ont bien beau venir ici, me dire qu'ils nous aiment bien gros, là, mais on se faisait cracher d'en face souvent. Fait que ça, je pense, de se faire respecter, je l'ai vécu beaucoup. Il y avait une valve qui a pété en disant, là, ça va faire. Là. Je peux pas croire dans une formation où on est 15 bodés, il y en a un anglo dans la gang, toute la formation est en anglais. Je trouvais qu'on n'était pas respecté. Les choses ont changé. Mais c'est pas parce qu'elles ont changé qu'elles sont parfaites. Puis c'est là qu'il faut se faire respecter. Puis c'est là que ça prend quelqu'un qui a du torque et dire non, un peu, ça passe pas. Mais c'est pas parce qu'on a une discussion ensemble pendant 1h30, puis s'il y a un point sur lequel on s'entend pas, que je dis je te parle plus, je m'en vais tout seul dans mon bar. Puis c'est une réponse douteuse que je te donne, mais tu comprends que pour moi, la réponse de dire on va s'en aller tout seul dans notre bar, puis ça va être tellement plus facile tout seul. Moi, la crainte, c'est ce qui se passe dans le monde. Je me dis c'est un drôle de timing, mais la discussion doit être là. Moi, je trouve ça très pertinent. Il faut l'amener, c'est vrai. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est ce que les gens veulent, puis on va bien voir. Moi, je pense, par exemple, qu'il faut se faire respecter. Puis il faut protéger qui on est. Puis c'est quoi se protéger qui on est, le Québec? Puis Christine et moi, on a la même vision là-dessus, c'est de dire, il faut protéger la langue, la culture, il faut protéger qui on est, il faut protéger notre économie, il faut protéger notre territoire. Fait que protéger, là, c'est très large. C'est pas law and order, puis on est rendu à droite en disant ça. Je veux dire, c'est une forme de nationalisme. Puis quand on dit ce mot-là, les gens veulent savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire se faire respecter. Puis moi, comme je travaille dans cette relation de nation en nation-là avec les Premières Nations, je comprends très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complexe de supériorité. On ne va pas le fédéral en disant nous autres, on est meilleurs que... C'est pas ça. C'est de se respecter. Mais alors... Puis de faire des relations, parce que là, je veux juste terminer en vous disant, là où je malaise, la chaise vide, c'est jamais payant. Fait que de venir dire, nous autres, là, puis quand je te disais de dogmatisme, là, de venir dire par principe, là, ça ne veut pas dire d'accepter tout. Récemment, j'ai fait une entente avec le fédéral où d'autres provinces ont dit non, puis on a dit oui. Puis ils étaient surpris. Parce que d'habitude, c'est le rachat des armes à feu. Oui, on en parlera, mais de venir dire, écoute, là-dessus, on va aller, par exemple, le négocier parce que me le faire imposer ou être absent, ça va nous faire plus mal. Fait que ça, c'est un exemple. Non, effectivement. Mais en passant, puis c'est du gros bon sens. Là, moi, j'adhère à tout ce que vous venez de dire. Mais là, par contre, il y a en politique, il y a aussi ce reality check là, qui se fait sur le terrain. Est-ce que, alors, parce qu'on parle beaucoup que la coalition Avenir Québec, on essaye de dire on n'est ni fédéraliste ni souverainiste, on est nationaliste, mais là ensuite dans le nationaliste il faut quand même accoler l'étiquette économique à ça parce qu'il faut que ça aille ensemble. Là on a l'impression que dans la course à la chefferie qui est en train de se dessiner entre votre collègue que vous soutenez, Madame Fréchette, qui elle est plus économique, Monsieur Drainville, votre collègue qui lui aussi va devoir, en tout cas, selon toute vraisemblance, devrait se lancer. Lui a plus le volet un peu plus nationaliste, à la limite identitaire, parce qu'il a aussi un passé au Parti québécois là-dessus.
Est-ce que à la coalition Avenir Québec, être fédéraliste, parce que je comprends un peu que vous l'êtes pas fédéraliste au sens qu'on veut vous le faire dire, fédéraliste dans le sens que vous voteriez non à un référendum demain matin. Là, c'est ça que c'est plus dans ce sens-là que je le dis. Je suis pas séparatiste présentement. Oui, c'est ça. Présentement. Mais je comprends où vous voulez aller. Puis tu sais, la raison pour laquelle je te disais j'étais à l'aise, puis en passant, c'est ce qui m'a amené en politique. Je serais pas allé avec les libéraux. Je serais pas allé avec le PQ. QS, je n'y ai même pas pensé. La CAQ, ce qui m'intéressait, c'est quand on me l'a présenté, c'était de dire, OK, l'article 1 de la CAQ, ce que c'est de se définir nationaliste et tout. Mais par la suite, on est capable d'avoir des débats d'idées. Puis, tu sais, les gens nous disent, ouais, pourquoi l'opinion publique a changé et tout. Juste vous rappeler, puis c'est fatigant de ramener la COVID, là, mais on était surexposés, c'est-à-dire que même notre premier ministre, en passant que les gens louangent aujourd'hui puis qui voulaient qu'il quitte là, pas bien longtemps, là, le premier ministre a été hyper exposé, ça a été difficile, ça a gardé des traces. Aujourd'hui, puis vous le voyez, ces médias sociaux, il y en a qui n'en sont pas revenus encore. Fait que ça a été dur. Mais d'avoir cette diversité-là de gens, moi j'aime bien ça. Je reviens souvent là-dessus parce que j'étais dans l'armée comme régulier puis comme réserviste. Comme régulier, tout le monde est pareil. Même formation, même training, très simple. Comme réserviste, c'était une force incroyable. Puis je l'ai vécu, moi, dans le COVID, de voir la diversité des gens autour de la table. Fait que c'est la même chose quand tu parles des gens qui ont peut-être plus un côté identitaire, d'autres plus nationalistes, plus on se respecte dans notre nation. Tout ça ensemble, je trouve, ça nous fait grandir. Puis ça nous amène moins dans une vision qui serait dogmatique en disant, nous autres, par principe, on le fera pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, moi, ça m'a parlé. C'est ça qui m'a ramené. Puis j'embarquais pas dans ce débat-là. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai le goût de te dire, je pense pas que le débat, c'est de savoir est-ce que t'es rouge, t'es bleu, est-ce que t'es plus de région ou de Montréal, est-ce que... Parce que c'est facile. On essaie souvent de se scinder. Plus que jamais, là, il va falloir être unis ensemble. Puis on va avoir un travail à faire d'aller chercher des gens avec des opinions différentes. Aux élections, je parle. Là. Parce que face à ce qui se dessine dans le monde, il va falloir être unis plus que jamais. Ça ne veut pas dire être d'accord. Être uni, ça ne veut pas dire être d'accord. Puis ça va prendre quelqu'un qui va être capable de rassembler. Puis je reviens à Christine, c'est ça qui vient me chercher aussi, capable de rassembler des gens avec des backgrounds différents. Mais ça, c'est une force. Mais alors, quand on parle de course à la chefferie, souvent, alors au-delà du temps, et surtout que là, on parle d'une course quasi éclair, parce que c'est quand même... c'est quoi, d'ici en avril? Donc c'est exactement, le 12 avril. Donc, ça donc en 3 mois, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis en octobre, des élections générales. Alors, c'est pas juste une question de temps, mais c'est aussi une question de course contre la montre pour vendre des cartes de membres. Oui. Et là... qu'est-ce qui vend le plus, à votre avis, à la j'aime ta question. Je vais te dire pourquoi. Ouais. C'est que, puis souvent, on se dit, écoutez, tu sais, même des partis, puis on s'entend que le PQ, pendant un bout de temps, était très bas dans les sondages, puis il y avait vraiment des bons revenus et tout. Mais c'est drôle parce que la clientèle qu'on va chercher, c'est des anti-cartes de membres. Moi, les gens que je vais chercher pour la CAQ, là, c'est du monde qui ont été déçus de la politique comme on la connaît. Ouais. Puis d'avoir une carte dans ses poches, de dire, je me tatoue sur le cœur la CAQ, puis je reconnais en passant au PQ d'avoir des gens qui, même quand les sondages étaient bas, qui étaient prêts de déchirer le chemise, puis c'était des péquistes. Mais tu comprends qu'à la CAQ, c'est tellement pas ça, c'est pas ça qu'on vend. On vient dire, justement, t'es pas obligé de faire de la politique comme autrement, puis les gens, ce qu'ils nous disent, on fait confiance aujourd'hui, mais on vous donne pas ça aveuglément. Si on n'aime pas ce que vous faites, c'est fini. Puis là, les gens ont été déçus. Ils nous envoient un message plus que fort en disant, écoute, vous nous avez déçus, on se le dit. Vous avez déçus, mais c'est pas des gens qui sont stationnés en permanence. C'est du monde qui sont déçus. Puis je pense que c'est ça aussi la politique aujourd'hui. Vous le voyez dans un paquet de choses, hein? Les gens peuvent changer de job. Les gens, c'est pas vrai qu'ils vont se parquer pendant 25-30 ans en disant, moi, là, c'est à la vie, à la mort. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que même dans notre base militante, des gens qui nous ont apprécié, exemple, qu'on va chercher, puis là, avec ce qui se passe, c'est particulier. Écoute, il y a des demandes de carte de membre à tous les jours. Mais ce sont des gens qui vont y aller parce qu'ils vont être d'accord avec ce qu'on va présenter, mais ils ne se présenteront pas juste sur la foi parce que ça, c'est pas le projet de dire, écoutez, venez avec nous, coûte que coûte, on va se séparer. Fait que là, les gens qui sont convaincus viennent avec toi, peu importe ce qui arrive. Nous, c'est des gens qui vont dire, écoute, si on aime ce que tu nous présentes comme programme, on va y aller. Et on va te juger. Fait que c'est bien, mais c'est difficile aussi parce que des moments qui sont plus creux, qui vendent, ces gens-là disent, attends un peu, tu nous as déçus, puis... t'es pas gagné d'avance. Mais ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose de sain dans un parti parce que, tu sais, c'est les checks and balances. Hein? Si tu sais que ta base, un jour est là, puis l'autre jour, elle n'est pas là à cause de ce que tu fais,
c'est plus délicat, tandis que on attaque souvent les libéraux. Ils ont une base à Montréal, ils ont un certain nombre de comtés qui est garanti. Puis moi, je me rappelle, Salim, quand on était là, nous, on se disait toujours, il n'y a pas de problème, pire des cas, on a une quarantaine de sièges. Tu comprends? C'était ça qui gardait un peu le parti. Oh, inquiète-toi pas. Mais là, c'est différent. C'était jusqu'à l'arrivée de la CAQ. Mais effectivement, c'était ça a changé. Mais pour tout le monde, même, je veux dire, le PQ était vraiment, vraiment bas. Mais je trouve ça sain, comme tu dis, aussi, de se mettre cette pression-là en prenant rien puis personne pour acquis. Attends un peu, il faut travailler. De l'autre côté, il ne faut pas non plus que ça nous amène, comment je faisais ça, être tellement centré sur plaire les gens. À vouloir plaire à tout le monde, tu déplais à tout le monde. Non, c'est ça. Ouais. Fait que ça aussi, c'est difficile. Ça prend des décisions courageuses. Donc, ça prend des personnes courageuses. Nous, on a lancé avant la période des fêtes la loi et l'ordre comme étant une priorité, puis protéger, puis je m'en vais dans un projet de loi contre le crime organisé. Puis des journalistes qui nous disaient, non, ça n'a pas rapport. Les gens ne veulent pas ça, vous allez dans un côté de droite et tout. Puis là, tu regardes les derniers sondages, il y a un reality check qui est arrivé, puis là, ces mêmes journalistes me disent, attends un peu, de l'extorsion, il y en a beaucoup, vous allez faire quoi? Je trouve ça quand même drôle, tu sais. Mais nous autres, on l'a vu venir, ça là, puis sais-tu de où c'est venu? De nos membres. C'est pas un sondage qui nous a dit ça. Les membres au Congrès nous ont dit, hey, là, la sécurité, je suis désolé, là, ça va devenir un problème avant même que ça soit vraiment avancé. Mais ça... Puis regarde ce qui arrive, là. L'extorsion est là. Mais pas juste ça, si je peux me permettre, puis je suis sûr que vous êtes quand même le ministre de la Sécurité publique, donc vous le savez, mais pas très, très loin d'ici, à Brossard, pas loin de l'école Antoine Brossard. Quand même pas très beau de voir ce qui se passe là. Donc, Avec les jeunes, on a du travail à faire. Puis ça, tu sais, je parle souvent de crime organisé, puis il faut que je finisse la phrase. Il y a le crime organisé, puis il y a le crime désorganisé. Il y a le crime organisé qui utilise nos jeunes. Ça, c'est quelque chose que, comme policier, que j'ai jamais vécu. Puis c'est là, par application, de passer un contrat. Je te dis, tu offres un kid, là. Excusez de dire le mot kid, c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez que c'est en bas de 18 ans. 1000 $, c'est de se mettre le feu à un restaurant bien connu de Saint-Lambert. Oui, c'est ça, exact. Et là, il fait le contrat. Puis moi, je veux dire, c'est dans ma compréhension du crime, ça marche pas. Le kid, il va mettre le feu. Puis après ça, il se prend en photo ses lieux du crime. Pour l'envoyer. Ben oui! Il faut c'est comme ça qu'il se fait payer. Ben oui, c'est ça. Mais excusez-moi, les jeunes, vous faites prendre dans un guet-apens qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce qu'après ça, quand le kid dit, j'ai fait mon premier, c'est fait. Il dit, non, tu vas faire un deuxième, je veux pas. Mais ta photo, on va l'envoyer à la police. C'est ça. Puis là, tu vas te faire accuser d'un incendie criminel. C'est une roue sans fin. Je vais faire un parallèle douteux où j'ai présidé la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Puis on disait la même chose. Souvent, ils vont recruter les filles. Après avoir fait une job ou deux, ils vont lui dire, écoute, si tu vas te plaindre à la police, tu sais que tu as fait le crime. Fait qu'on va te rapporter, nous autres, on va te stouler. Fait qu'après ça, c'est un engrenage. Cette roue-là, sur la Côte-Nord, ce que les gens me disaient, parce que moi, il y a 3 ans, quand j'étais passé une fois, j'avais vu des moteurs criminalisés. J'avais dit, écoutez, je connais le pattern. Là, c'est l'opération Charme. Ils vont se promener, photos avec les femmes, les enfants sur la moto. C'est le fun, tout ça, mais après ça, vous savez, ça ira pas bien. L'année passée, quand je disais qu'on voulait combattre le crime organisé, il y a des gens de la Côte-Nord qui me disaient, lâche les airs, là. Ils sont ici, ils font le ménage, ça nous fait du bien. Je dis, non, fais attention. Le cycle va faire que ça va revenir après. C'est comme d'autres choses. C'est le bourreau que tu finis par aimer. Et s'il devait arriver, arriva. Quand je suis allé, juste avant Noël, c'est à Côte-Nord, des parents qui m'ont dit, écoute, mon gars est obligé de vendre de la dope. Parce que s'il le fait pas, ils ont dit que ça prendrait à sa sœur ou à sa mère. On sait que c'est ça. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour faire plaisir au monde. Fait que ça, pour vous dire, ce cycle-là, on l'a vu venir, on a agi, pas parce que c'est à la mode, pas parce que c'est payant politiquement. Tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt, il faut plaire aux gens. Oui, mais les gens, quand ils le mettent au pouvoir, ça demande de prendre des décisions aussi. Puis on n'est pas là juste pour plaire. Des fois, il y a des décisions que les gens ne sont pas d'accord sur le coup. Puis je veux dire, tu le fais pas d'une façon qui n'est pas organisée ni rien, mais la lutte au crime organisé, c'est pas nécessairement les sondages qui sortaient, mais là, les sondages nous donnent raison, tant mieux, tu vas me dire. Mais l'exploitation sexuelle des mineurs, on l'a fait. Il n'y a aucun gouvernement qui voulait aller là-dessus. On l'a fait politiquement. Le monde ne sort pas dans les rues pour voter pour nous autres là-dessus. Mais comme père de famille, je te demande, c'est quoi le highlight de ma carrière? Ça a été ça. Justement, parlons-en un peu. Je sais que le temps file, puis vous avez un horaire quand même chargé, mais ce projet de loi-là que vous avez déposé, c'est le projet de loi 13. 13, ça porte chance. Dans mon cas, 13 a tout le temps porté chance. Parlez-nous-en un peu de ça. Écoute, c'est important pour moi parce que c'est comme l'aboutissement de pour moi, pour ma carrière de policier. Oui, j'ai fait la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs parce que j'avais promis à des victimes de jamais oublier. Puis quand j'ai amené cette commission-là
pour moi, c'était... Écoute, je t'en parle avec des frissons. Je me rappelle très bien, puis je pourrais passer 1 heure avec vous autres pour vous parler de ces cas-là. Si vous avez vu la série Fugueuse, Oui. La série Fugueuse est basée sur une histoire vraie qui est arrivée où? Saint-Hubert, dans mon comté. Jeune fille que je connais très bien. Première de classe, école internationale, avec 2 parents qui travaillent dans le monde de l'éducation. Donc, elle avait toutes les bonnes conditions, puis quand même est tombée dans ça. Aujourd'hui, elle s'en est sortie, puis j'en suis tellement fier, puis je suis tellement fier d'elle. Mais on a tellement besoin de brasser ces gens-là. Puis j'ai juste des mots qui se disent pas, même dans un podcast, là, mais ces hommes-là qui payent pour coucher avec des enfants, ça n'a pas d'allure. Fait que pour moi, c'est la suite de ça, dans le sens que il y a des gens qui s'en tirent présentement, qui font de l'argent sur le dos de nos jeunes, de nos enfants, puis ceux qui pensent que ça les touche pas, là, c'est là que j'ai un grand malaise. Le crime organisé, ça a un impact dans notre vie. Puis la preuve, c'est présentement les commerçants qui se font faire de l'extorsion. Et eux autres, ça amène un paquet de problèmes. Plus capables de se faire assurer, de la misère des fois à ouvrir. Ça n'a pas d'allure. Fait que ça a un impact sur monsieur, madame, tout le monde. Fait que moi, un des points importants dans ce projet de loi-là, qui a l'air cosmétique et qui ne l'est tellement pas, ça va être l'interdiction de porter une patch d'un groupe criminalisé, l'interdiction de le vendre ou de l'exposer. Mais est-ce que ça se fait toujours, ça? Ah oui, je vais te donner l'exemple frappant, puis je ne vais pas donner quelle foire, là, mais admettons, là, dans une ville au Québec, là, où tu as une exposition agricole, puis tu aurais un camion avec le Support 81 qui vient là pour vendre ses cochonneries. Pourquoi je prends la peine de dire cochonneries, puis il y en a que ça choque, là, mais c'est des cochonneries. Quand tu fais l'apologie du crime organisé, on sait très bien que le Support 81 veut dire 8 comme la 8e lettre de l'alphabet, qui est le H, et 1 qui est le A, donc supportons les Hells Angels. C'est une façon d'aller faire leur job de relations publiques, d'aller chercher des jeunes qui parfois ont peut-être écouté des séries qui ont été super à mode, comme Sons of Anarchy, qui était bonne, en passant que j'ai écouté, qui était intéressante, puis qui est venue un petit peu, pas glorifier, oui, glorifier d'une certaine façon le crime organisé et les moteurs criminels en disant hey, ils sont là pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses. Fait que ça, l'affichage, on veut l'enlever. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire de l'extorsion, c'est tellement un bel outil. Moi, je vous lance un défi, les gars. Vous êtes dans un restaurant ce soir, vous voyez 3 personnes rentrer avec des vestes Hells Angels. Vous savez donc qu'ils ont commis un crime pour avoir cette veste-là. Dans certains cas, ça veut dire le meurtre. Puis ils rentrent dans la pièce, puis c'est souvent des petits garçons. Puis ils disent aux propriétaires, à partir de maintenant, là, la dope, elle va se vendre par nous autres. Ça va marcher comme ça. Puis demain, c'est 1000$. Puis vendredi prochain, c'est 1000$. Si vous me dites que la veste n'a pas eu d'influence, je ne sais pas d'où vous venez. Moi, personnellement, qui ai été policier pendant 28 ans, quand je suis dans un commerce puis je les vois rentrer, normalement, c'est la fin pour moi de mon repas. Puis normalement, je ne reviens plus dans ce restaurant-là. Ouais. Fait que tu comprends? Fait que les gens qui disent ouais, ça n'a pas d'impact, c'est pas vrai. Ça joue, ça. C'est pas pour rien qu'ils les portent, sinon ils les porteraient pas. Si tu me dis que c'est une question de mode, j'y crois pas. Fait que c'est pas ça du tout. Et là, on vient donner un outil à nos policiers, parce que ça aussi, on va le faire beaucoup. Les policiers, on est très critiques. Ça va, mais là, il faut les outiller. Présentement, ils sont dans une guerre où ils ne sont pas équipés. Et on fait quoi avec une personne qui a une patch? On essaie de le convaincre en disant c'est le fun que tu l'enlèves. Cette personne-là, un signe qui confirme qu'il a fait des crimes de façon éhontée. Il se fout de nous autres. Ouais. Fait que nous autres, ça va être très sévère. Ça va être un constat. Tu ne veux pas l'enlever, on va la saisir. Puis tu ne veux pas suivre le policier, on va t'arrêter. Tu veux vendre ces cochonneries-là, tu vas avoir des amendes, ça peut commencer à 25 000 $. Fait que ça va être assez décourageant. Ça va coûter cher à tous ceux à qui il va falloir enlever des tatous sur leur... Non, on ne touche pas à ça. Non, attends un peu, c'est un bon point, ça, vraiment. Parce qu'on n'est pas dans les tatous. Puis, il y en a qui pensent que c'est une histoire de mode, où ça paraît bien. Toutes les provinces nous regardent aller en disant « Hey, ça marche, on le fait. » On le fait parce que c'est un outil. Bon, là, tu vas me dire, Yann, pour les groupes recrudescents, ce qu'on appelle des groupes émergents, eux autres, ils ne s'affichent pas. Tu as raison. Ça ne vient pas tout régler, mais mon projet de loi, c'est pas juste ça. Fait que ça, c'est l'étape 1. Puis en passant, avant même de déposer mon projet de loi, ce qu'on a annoncé, c'est beaucoup de projets de prévention chez les jeunes. Fait que, tu sais, il y a une logique, il y a un plan. Je veux vous rassurer, il y a un plan là-dedans. Je vous donne l'étape 2 qui est le projet de loi, puis je vais vous donner l'étape 3 après. Dans le projet de loi, l'autre chose qu'on veut interdire, c'est de manifester devant la résidence d'un élu municipal, provincial, fédéral. Savez-vous quoi? Quand vous regardez le nombre de villes qu'on a de la misère à recruter des maires, un des enjeux, c'est les médias sociaux, la pression chez la famille. Moi, là, ma famille, il n'y a pas besoin de se faire réveiller, écœuré par des gens qui veulent venir dire on n'est pas d'accord avec la décision, ci ou ça. Il y a mon bureau de comté. Il y a tellement d'autres façons de manifester. Pas devant la résidence personnelle, ça ne passe pas. Ça, c'est fini. Fait que ça, on met la ligne là. L'autre chose, puis là, c'est un peu plus pour Montréal, je l'ai connu comme policier,
de se présenter dans une manifestation avec des feux d'artifice, excuse-moi, ça passe pas. Ça passe pas. On trouve ça drôle, mais ça passe pas. Ouais. Ou de se présenter dans une manifestation avec un bâton qu'on a affilé pour être capable de blesser les chevaux ou de pouvoir le rentrer dans le sternum, ça passe pas. Tu vas me dire, Yann, c'est du gros bon sens. Mais on n'est plus là. Il faut le ramener, ce sentiment-là. Fait que ça, je sens qu'on a du travail à faire. Je commence des consultations très prochainement. C'est des éléments importants. Puis toute la partie victime aussi qu'on oublie de parler parfois. Présentement, ce qu'on va amener, c'est, exemple, on a un dossier de violence conjugale, on arrête le conjoint. En arrêtant le conjoint, on va pouvoir transmettre ses coordonnées à un centre d'aide qui vient en aide aux hommes violents. On veut casser le cycle de la violence. Il y a un projet pilote qu'on a fait, à 80%, ça donne des bons résultats, c'est pas revenu. Ben écoute, on va le faire maintenant. Fait que le monsieur qui se fait appréhender, on envoie les coordonnées à un centre d'aide qui va le contacter en disant, écoute, veux-tu qu'on en parle, veux-tu qu'on travaille avec toi, puis on va essayer de diminuer la violence. Deuxièmement, quand l'homme va être libéré, puis je dis homme, parce que c'est encore une majorité, mais quand même, homme-femme, inversez ça si vous voulez. Quand la personne va être libérée, on va pouvoir appeler conjoint-conjointe pour dire c'est quoi les conditions de libération. Imaginez-vous que présentement, on ne pouvait pas le faire. L'autre point important, quand la personne qui a fait du temps, pour peu importe la raison, on sait qu'il va être libéré, le comité des libérations conditionnelles va pouvoir entendre la victime de l'époque. Fait que vous, excusez-moi de vous pointer, vous, le 12 ans, vous êtes victime d'un crime, vous savez que la personne qui a commis le crime va se faire libérer, vous allez avoir le droit d'être entendu et dire les gens du comité, là, cette personne m'a fait vivre ça. Colin, ça ramène, pour la victime, c'est une grande forme de respect. Premièrement, qu'ils soient au courant que la personne va être libérée. Deuxièmement, d'y laisser la chance de s'exprimer. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On l'amène. Fait qu'il y a des mesures, oui, de lutte au crime organisé. Il y a des mesures aussi de prévention que j'appelle la paix sociale avec les manifestations et tout. Puis il y a le volet qui était important pour les victimes. Et le dernier point, qui m'a surpris parce que quand on me le présentait la première fois, j'étais vraiment pas sûr, c'est un registre des délinquants sexuels dangereux. Ça, quand on a parlé la première fois, personnellement, ça prenait bien une police pour dire ça, là, j'ai dit, je pense qu'on va trop loin. Je pense qu'on va enlever les chances pour ces gens-là de se réhabiliter. Ou ce que j'avais peur, c'est ce que j'ai connu, moi, comme policier. C'est un projet qui avait été fait à New York, où c'était de l'autodéclaration, fait que c'est pas tout à fait pareil, mais ça amenait un meurtre. Où les gens ont décidé de faire des comités pour régler les problèmes de la société, puis sont allés tuer quelqu'un qui était sur le registre, puis finalement, c'était une erreur. Ouais. Fait que je me disais, ça va-tu amener ça? Fait qu'on s'est mis vraiment des balises très solides. Premièrement, c'est pas tous les cas, là. On parle de délinquants sexuels dangereux, donc un haut taux de récidive. Ça veut dire que malgré le temps qu'il a fait en dedans, puis en passant, c'est au terme. Hein? C'est pas la journée 1, vous avez fait un crime, vous passez devant le juge, puis il vous dit, je vous enlève toute chance de vous rétablir. Fait qu'à la fin, vous allez être sur le registre. C'est pas ça du tout. À la fin de votre peine, quand c'est terminé, non, là, il y a un rapport qui est fait et les gens qui ont été à côté de vous dans le système carcéral vont venir dire, hey, lui, là, malgré tout ce qu'on a donné comme perche, les travaux, les comités, tout ce que vous voulez, il veut rien savoir. Puis même pire que ça, je l'ai vécu comme policier. Il nous dit clairement qu'une fois qu'il sort, quand il va avoir l'occasion, il va violer quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ça, moi, je l'ai vécu dans un cas où on capotait. Tu dis ça, là, on se met un filet. Comme société, là. Puis on se dit, d'après nous, là, ça va peut-être être une centaine de personnes par année. C'est pas... Mais ce qu'on va mettre en place, c'est sa photo, son identité. L'adresse, on ne la donnera pas. On va venir dire un quartier ou une région. Si, exemple, c'est en Abitibi, dans un plus petit village, on ne dira pas le village. Une région. Et là, c'est intéressant, le modus operandi. Qu'est-ce qu'il faisait pour aller chercher ses victimes? Et ça, quand on regarde les autres provinces, en passant, la majorité des provinces l'ont. Tous les États américains ont l'obligation de l'avoir. On était vraiment des seuls à ne pas le faire. Fait que moi, ça a été un reality check où je suis allé voir ce qui se passait ailleurs. On va se donner des meilleures pratiques. La plupart des autres provinces, c'est tous les types de crimes. C'est même pas juste la violence sexuelle. Nous, on y va plus ciblé. Je veux qu'on commence un premier pas. Il y a un comité qui va regarder ça. Si au bout de normalement, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, on peut le renouveler si on sent que la personne, il n'y a rien à faire. Moi, je l'ai évité des cas de Carla Molka. Là, j'ai connu quand il est revenu à Montréal, puis c'était un de mes dossiers, puis on l'a déménagé à 2 reprises parce qu'on ne savait plus où l'envoyer. Ouais. Les gens la traquaient. Puis je voulais éviter ce qui s'était passé à New York aussi. On était à la bonne place. Je suis surpris de voir la réaction des gens. Les gens m'en demandaient plus en disant hey, non, tu as fait la même chose en violence conjugale. La volumétrie ne le permet pas. Ouais. Il y a tellement de cas, puis il y a un danger. Commençons petit. On va voir comment on va travailler là-dedans. Il va y avoir un comité en place. Ça va être sur le site de la Sûreté du Québec. Ça va être capable d'aller voir ces gens-là. Là, un autre côté sur lequel je travaille, c'est justement pour permettre à des femmes d'aller voir le passé de leur conjoint, d'être avisé s'il y a un conjoint qui est dangereux. Là, on travaille là-dessus aussi. Je travaille avec les oppositions. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Monsieur doit y aller. Je sais. Puis, mais très rapidement, parce que c'est très important, quand vous parlez d'être un peu, tu sais, la prévisibilité ou, tu sais, le recrutement des jeunes, comment
qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, les gangs de rue où ils vont pogner des jeunes de 11, 12, 13 ans qui, tu sais, ils veulent avoir, je sais pas, là, tu sais, des exemples de, je sais pas trop quoi dans leur vie. Là, c'est l'appât du gain. Puis il y a deux choses, je parlais à des criminologues, il y a deux choses qui se produisent. Un, il y a l'appât du gain. Fait que comme jeune, tu te fais offrir sur ton téléphone la possibilité de faire un crime. Puis encore là, on s'entend, tu as eu la commande par téléphone, tu n'as pas l'impression d'être lié à des pas fins. Là. Tu sais, tu reçois ça, tu vas faire l'incendie, tu rentres dans un bar. Moi, j'ai vécu ça ici, pas loin d'ici, à Saint-Hubert, jeune de 14 ans qui est entré dans un bar, qui a fait de l'intimidation à 3 heures du matin. Écoute, ça a mal terminé pour lui. mais tu comprends, puis en plus, les groupes criminels disent, puis de toute façon, si tu te fais pincer, là, t'as rien, t'es un mineur. C'est ça. Ça, on travaille avec le fédéral là-dessus pour que, d'avoir demandé, d'avoir conseillé un jeune de faire un crime, il va y avoir des sentences plus sévères. C'est ça. 1. 2, il faut travailler en prévention. Puis il y a tellement de parallèles, même si les dossiers ont pas l'air de se ressembler, là, avec la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs, quand tu veux prévenir ça, oui, il faut parler au gars et dire ça n'a pas d'allure que tu payes coucher avec un enfant, ça va. Mais pour nos jeunes, il faut leur donner quoi? La confiance en eux, en elles. Parce que souvent, puis ça, c'est les prédateurs, ce qu'ils font, ils vont voir des jeunes qui ont de la misère à s'affirmer, qui n'ont pas confiance en eux. Mais c'est ça, il y a un volet éducatif. Ah oui, mais ça, c'est la première chose que j'ai faite, prévention. Ouais. Avant même de parler de répression, ça prend bien une police, encore une fois, là. Prévention. On a ouvert plusieurs millions en disant des groupes, mettez en place des projets pour aller chercher les jeunes, les sensibiliser, mais aussi leur donner des intérêts, que ça soit, plus tu vas me dire, Yann, tu t'en vas loin, dans la musique, dans l'art, dans d'autres choses, qui puissent se réaliser et avoir confiance en eux, puis pas se lancer là-dedans. Et l'autre volet que les criminologues me disent, contrairement à ce qu'on a vécu dans le passé, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à rejoindre des groupes émergents ou criminalisés par la peur. Fait que ça, tu es dans un secteur plus chaud, tu as peur de te faire taxer, de te faire écœurer, tu rejoins un groupe en disant, tu peux pas t'attaquer à moi, je fais partie de ce groupe. Ouais, tu vas chercher une protec avec les autres jeunes. Ça, il faut travailler là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup en prévention. Puis le dernier volet qu'on n'a pas pu parler beaucoup, mais je trouve important, rassurez-vous, dans mon plan, ce qui s'en vient, il va y avoir, oui, de la répression. Vous allez voir qu'on va serrer la vis au crime organisé comme jamais. Ça va aller au niveau carcéral aussi. Ça fait partie de mes volets, le volet carcéral. Ce qui se passe à l'intérieur des établissements, de commander des crimes pendant que tu es en dedans, c'est non. Vous allez voir, la semaine prochaine, je vais sortir. Les perquisitions qu'on a faites, c'est des saisies qui est du jamais vu. On serre la vis à ces gens-là aussi. Et on a besoin des agents de service correctionnel pour le faire, qui font un job qui est vraiment pas facile en passant, là. Fait que c'est une approche, c'est un plan qui couvre un 360, je pense, bien qu'imparfaite, parce qu'on a encore du travail à faire. Moi, je n'avais pas beaucoup de mois, parce qu'on était nommé à l'automne. Fait que je me disais, écoute, il faut que j'arrive. Je suis un gars qui n'est pas nécessairement patient dans la vie. Il faut qu'on fasse de quoi. Je veux qu'on laisse notre marque, qu'on amène un changement. Les policiers nous l'applaudissent. Vous savez que ma façon d'amener ce projet de loi-là, ça a été premièrement de recevoir énormément de feedback de la communauté policière, mais des citoyens qui m'ont envoyé des messages. J'ai fait un comité d'experts avec 6 policiers de renom qui ont regardé tout ça, qui les ont triés pour moi, qui n'étaient pas payés parce que présentement, on n'est pas dans une situation budgétaire qui est facile. Fait qu'ils ont fait toute cette belle job-là volontairement, bénévolement. Et là, on est parti de ça. On dépose notre projet de loi et j'espère que dès ce printemps, on va être capable de mettre ça en place puis de serrer la vis au crime organisé parce qu'on a besoin de ramener l'équilibre. En passant, je ne mettrai pas fin au crime organisé, mais là, il y a un équilibre qui a été rompu. Les crimes organisés font des choses de façon éhontée. Je regarde à Laval la fusillade qui a eu lieu en plein jour. Là, ça va faire. Il faut ramener. Puis je l'ai vécu comme policier, là, c'est cyclique, le crime organisé. La criminalité est cyclique aussi. Là, ils ont monté parce qu'ils sentent un empouvoirment. Pourquoi? Parce que devant les tribunaux, ils s'en sont sortis et tout. Quand je parlais de ma règle tantôt pour les patchs criminels, c'est du pénal. Ils vont même pas devant un tribunal. Fait que c'est sur place. Ils se font donner une étiquette. Parce que j'envoie ça devant un tribunal en disant dans 2 ans, peut-être tu vas te déclarer coupable, ils vont nous raider en face. Bien, Monsieur Lafrenière, merci beaucoup de votre temps. On va vous laisser aller. On va se reprendre. Oui, on va se reprendre. C'est pas d'ailleurs une question, ce que je vais faire, une petite affirmation, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une modification dans les armoiries du Québec. On en enlève toujours un petit peu comme une fleur, on lui enlève ses pétales, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourra en greffer une, celle justement des Premières Nations, parce qu'elles ne sont pas représentées dans les armoiries. Et c'est dommage qu'au moment où on les revoit, on ne pense pas à ça. J'aurais voulu vous voir ce matin à cette annonce pour enlever quelque chose, mais pour ajouter autre chose. Voilà. C'est un bon point, mais tu vois, si on arrive là, c'est parce qu'on va travailler en avance avec les Premières Nations, voir s'ils sont à l'aise avec ça. Et c'est très particulier la relation qu'ils ont avec, je sais pas dire, la monarchie qui a changé, qui est plus la monarchie, mais ils ont une approche très particulière. Parce que je vais vous dire, quand je me déplace sur le territoire, exemple, avec la lieutenant-gouverneur, il l'apprécie énormément. Puis moi, je pensais que... On s'entend que la relation avec la couronne, parce qu'ils sont quand même considérés comme des enfants,
termes de la couronne, mais ils ont cette relation de grand respect pareil. Fait que ça va mériter d'avoir beaucoup de temps avec eux pour voir à quel point ils auraient été à l'aise avec ça, d'être associés aux armoiries du Québec. Peut-être qu'ils aimeraient avoir leur propre armoirie à eux et à elles. Vraiment pas simple. C'est là, votre point est bon, mais Colin, c'est pas si simple que ça. Un grand merci à vous. Hey, puis, merci à vous. À bientôt. J'ai oui, vraiment à bientôt. déjà. Oui. On va faire ça. On prend en note. On le prend en note. Puis, c'est enregistré de toute façon. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. On se voit très bientôt avec un nouvel épisode. Merci, Ciao. au revoir. Merci.